Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission dédiée aux enjeux du développement de notre nation. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur une ressource vitale essentielle à la vie et au progrès et même à la santé, l'eau potable. Plus spécifiquement, nous allons explorer les défis et les perspectives de l'accès à l'eau, à cette précieuse ressource en milieu rural. Au Bénin, la soif est une réalité quotidienne pour nombre de nos compatriotes vivant dans les zones reculées. Pourtant, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental, un pilier de développement humain et un levier essentiel pour l'amélioration des conditions de vie. Alors, où en sommes-nous concrètement dans cette quête de l'accès universel? Quels sont les obstacles à surmonter et les stratégies mises en œuvre pour atteindre cet objectif bien ambitieux? Pour en débattre et éclairer tous les points d'ombre, nous recevons pour vous Monsieur Sylvain Adopo-Migan. Il est le directeur général de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, l'ANAEP-MRR. Eh bien, monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur Aounou. Soyez le bienvenu sur notre plateau de Canal 3. Merci beaucoup. Voilà. Alors, en route pour l'accès universel à l'eau potable au Bénin, c'est une question que nous nous posons, une question fondamentale à laquelle nous tenterons de répondre à trois, vous, moi, et puis Eric dans cette émission. Eric, bonjour. Bonjour Franck Aounou et bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment. Monsieur Sylvain Adopo-Migan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Merci beaucoup. Vous êtes à la tête de l'Agence nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. On voudrait d'abord savoir au plan institutionnel, justement, pourquoi la création d'une agence par le passé, on n'avait pas connaissance de ça. Ça, c'est une très bonne question, je vous remercie. Et je peux commencer d'entrée par vous dire que l'idée, c'est-à-dire que l'initiative de la création des agences, pas uniquement l'agence de l'eau potable en milieu rural, mais je vais m'accentuer sur l'agence de l'eau potable en milieu rural, répond aux exigences du pari fait par le gouvernement. Monsieur Aounou l'a dit tout à l'heure, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental et il n'était pas concevable que 56 années après les indépendances, qu'on ait à courir pour satisfaire ce besoin essentiel. Donc le pari, qui est un pari un peu fou fait par le gouvernement en 2016, quand le président Talon est arrivé au pouvoir, c'est d'assurer l'accès à l'eau potable de façon universelle, c'est-à-dire à toute la population qui habite les zones rurales. C'est-à-dire porter le taux très rapidement à 100% pour que plus jamais on ne parle plus de problème d'accès à l'eau potable en milieu rural. Et ça, pour le faire, il y a 4 choses essentielles qu'il faut mettre tout de suite en place dans un pays normal. La première des choses, il faut développer une capacité de production de l'eau potable. Pour le faire, il faut d'abord commencer par faire une planification correcte. Une planification, une programmation de la construction des infrastructures et de la réhabilitation des infrastructures existantes. Déjà en identifiant ces infrastructures, savoir dans quel état elles se trouvent et commencer par faire de la programmation pour pouvoir combler les endroits qui n'ont pas été desservis jusque-là. Cette programmation qui permet de corriger les inégalités participe du domaine de l'aménagement du territoire, où il faut nécessairement faire des infrastructures pour combler un besoin essentiel tout en respectant l'équilibre et ne pas suréquiper un endroit par rapport à un autre. Et cette capacité de réflexion et de conception et de programmation n'existait pas. On avait quand même des structures par le passé. Pas dans le secteur de l'eau. Donc c'est pour ça que, comme je dis, de l'aménagement du territoire, on ne peut pas faire ce type de travail sans travailler avec le ministère du cadre de vie, sans travailler avec la spatialisation des infrastructures, sans traduire les efforts dans l'espace. Donc c'est d'abord, ce n'est même plus simplement une question d'accès à l'eau potable, c'est aussi la répartition des infrastructures sur un territoire de façon équilibrée, de façon à permettre aux gens de régler des problèmes qui sont essentiels. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si on le fait sérieusement, sans faire de saupoudrage, il faut des moyens colossaux. C'est beaucoup d'argent. La planification nous a montré qu'il faut développer une capacité financière 7 fois plus que précédemment, depuis les indépendances. Donc ça veut dire que les véhicules institutionnels qui ont été utilisés jusque-là ne sont peut-être pas en mesure de mobiliser
autant de moyens. La troisième des choses, il faut transformer le paysage infrastructurel. Dans les années 60-70, nous avons hérité de nos anciens, de nos parents, de la colonisation, de ce qu'on appelle les infrastructures d'accès à l'eau potable en milieu rural. Et ces infrastructures sont essentiellement des pompes à motricité humaine. Si vous allez dans les villages, les gens montent les pompes, puis avec les pieds, etc. Bon, ça, c'est pas... Aujourd'hui, ce n'est plus les infrastructures adaptées. Dans le meilleur des cas, vous avez des adductions d'eau villageoise avec des bonnes fontaines. Mais ça ne règle pas le problème. Ça veut dire que nos sœurs, nos mamans, nos femmes seront toujours obligées de prendre une bassine, un seau pour aller dans la nature, pour aller chercher de l'eau auprès des bonnes fontaines, les porter sur la tête et revenir à la maison. Okay? Donc, si nous restons dans la logique du pilier 3 du PAG, de l'axe 7, qui dit qu'il faut nécessairement modifier les conditions de vie des gens, il faut être en mesure de leur apporter de l'eau le plus près possible de la maison. Sinon, avec moins de peine. Moins de peine. Sinon, à la maison. Et ça a un impact social. C'est-à-dire que les gens qui sont commis aux corvées d'eau pour aller chercher de l'eau, les filles qui doivent se lever le matin pour aller à la bonne fontaine de bassine pour ramener de l'eau dans le ménage, qui laissent la révision de leurs cours, ou bien les femmes même qui doivent vaquer à des occupations génératrices de revenus, qui sont obligées d'aller chercher de l'eau loin de la maison. Une fois qu'on a ramené de l'eau à la maison, ça dégage du temps. Ça dégage du confort. Alors, qui a décrété, disons, la disparition de ces ouvrages dont vous avez parlé, les points où on doit faire un peu d'effort pour ramener de l'eau à la surface? Je vais revenir là-dessus. Je vais donner les 4 raisons essentielles. Quatrième exigence qui justifie la création de l'agence, c'est l'organisation d'une bonne gestion de la fourniture du service d'eau. C'est-à-dire que par le passé, c'est les communautés qui sont laissées à elles-mêmes, qui font de la gestion communautaire, qui vendent loi des tarifs qui ne sont pas régulés. Quelqu'un peut partir avec la caisse. Ce n'est pas sérieux. Donc il faut professionnaliser la gestion pour que la fourniture du service soit durable et que les fonds issus de la recette de la cession de ce service aux populations servent, à maintenir le service, à renouveler les équipements qui vont arriver à fin de vie à un moment donné et à fournir de l'eau de qualité qui soit potable. Donc toutes ces choses, si on veut vraiment les résoudre, il faut mettre un dispositif en place. Et la meilleure idée que le gouvernement a trouvée, c'est de créer une agence spécialisée qui permet de régler ces 4 questions de façon à assurer effectivement l'accès à l'eau potable aux populations des zones rurales de façon équilibrée, avec des professionnels et surtout avec un tarif qui n'exclut pas les pauvres. Donc l'équation, elle est compliquée. Donc les véhicules nationaux qui existaient jusqu'en 2016 ne sont plus à la hauteur des ambitions du président. Voilà. Alors, votre question, ça n'a pas été décrété. Voilà. Les pompes à motricité humaine, pour la plupart des marques, sont tombées dans le domaine public. Et quand un équipement industriel tombe dans le domaine public, ça veut dire que tout le monde peut le fabriquer et le fabricant initial n'est plus tenu de fabriquer les pièces de rechange. Si bien qu'aujourd'hui, les pompes à motricité humaine que vous allez voir sur le territoire en parcourant le pays, vous avez à peu près 3-4 marques. Vous avez les Afridev, vous avez les India. Les India, ils sont de 2 types. Et vous avez les verniers. Okay? Aujourd'hui, c'est seulement les pompes verniers qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public. Les autres pompes, si ça tombe en panne, vous n'aurez pas les pièces de rechange. C'est ça. Okay? Et le vernier, qui est encore produit d'ici là, parce que cette société est en train aussi de changer de branche d'activité, ils sont beaucoup plus dans des choses plus évoluées. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il n'y a qu'en Afrique et que dans une partie de l'Asie, Bangladesh, Inde, qu'on utilise officiellement encore des pompes à motricité humaine. Il y a beaucoup de pays qui sont sortis de là. Sénégal, Kenya, ils n'en veulent plus. Voilà. Alors, lorsque vous avez fini de nous parler de ce pourquoi l'agence a été créée, dites-nous maintenant quels sont les différents acteurs institutionnels et les rôles dans ce nouveau contexte que vous avez décrit. Très bien. Ça, c'est une question aussi qui permet d'expliquer une certaine chose, qui conforte aussi la création de l'agence et qui participe à une répartition des fonctions. C'est pour ça que je préfère partie des fonctions.
Quand vous rentrez dans un pays qui est normalement constitué pour le secteur de l'eau, vous avez 5 fonctions qui ne doivent souffrir d'aucun chevauchement de compétences ou de lutte institutionnelle. Si ces fonctions ne sont pas bien réparties et que les gens se marchent sur les plates-bandes, le secteur ne va pas fonctionner. La première fonction, c'est la fonction de définition de politique et de stratégie. Et qui, au plan sectoriel, je veux dire, et qui permet également de fixer les orientations, de définir des directives et d'imposer des normes. C'est une fonction éminemment, c'est une fonction stratégique, c'est la fonction stratégique première. Quand vous avez dans un pays, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de directive, ça veut dire que tout le monde, on peut faire ce qu'on veut. C'est une fonction. Okay. Deuxième fonction, c'est la fonction de diagnostic de la desserte. Qui identifie les besoins? Qui est à même à mieux d'identifier les besoins des populations? C'est une fonction. Il faut organiser l'identification des besoins et la planification de la satisfaction de ces besoins. Okay. Troisième fonction, comme les besoins sont éparpillés sur le territoire, il y a une fonction d'intégration des planifications locales, de façon à avoir un programme national d'investissement et d'organiser l'effort de mobilisation des ressources financières pour financer un programme du type national. Ça, c'est la troisième fonction. La quatrième fonction, une fois qu'on a programmé, on a mobilisé les moyens, il faut construire. Il ne faut pas faire d'éléphant blanc. Il faut construire. Comme je vous l'ai dit, on est en train de se sortir des pompes à quantité humaine, des adductions d'eau villageoise, on va vers des systèmes plus complexes. Et si on n'a pas la capacité de production de ces équipements de façon organisée, de façon normée et à des coûts maîtrisés, on ne va pas y arriver. Vous allez voir des infrastructures qui vont être démarrées, mais qu'on ne va jamais terminer. Quatrième fonction essentielle. Okay. La dernière fonction, on a fini de construire. Les équipements sont là. Il faut les exploiter, il faut les maintenir. Donc il faut trouver le meilleur modèle de gestion des équipements de façon à délivrer en fin de ligne le service. Et quand vous avez fini de faire ces fonctions sont bien cadrées, vous regardez maintenant dans le paysage institutionnel pour savoir qui a même d'assurer chacune de ces 5 fonctions. C'est ce qui a été fait en 2016-2017 par le gouvernement du président Talon. Et ça, pour nous du métier, moi je peux vous dire, c'est la première fois où un pays s'est assis pour travailler les fonctions et maintenant répartir les responsabilités pour pouvoir attaquer un problème essentiel qui est l'accès à l'eau potable en milieu rural. Donc, je vais revenir sur les acteurs. Première fonction, fonction politique, stratégie, normes, orientation, directive, c'est le ministère de l'eau. Ça va de soi. C'est la politique. Okay? Ce n'est pas opérationnel. Okay. Deuxième fonction, identification des besoins. Ceux qui sont les plus proches possibles des populations, qui maîtrisent leur manque, c'est les autorités communales, c'est les communes. Ils peuvent identifier les autorités locales et faire de la planification communale. Comment ça va être financé, comment ça va être mis en œuvre, ce n'est pas encore le problème. Mais on veut savoir qui n'a pas accès à l'eau. Okay? Troisième fonction, intégration de la planification, c'est là où l'agence est née. L'agence prend toutes ces planifications locales, les intègre dans un programme d'investissement national, dans un schéma directeur qui est chiffré et qui est la traduction infrastructurelle et financière de ce qui doit être fait. C'est notre premier rôle. Okay. Ensuite, deuxième rôle que nous avons à l'agence, une fois qu'on a fait ça, nous avons les compétences. L'État nous a doté des compétences pour pouvoir, ensemble avec les communes, on s'est assis, parce que l'accès à l'eau potable est de compétences communales dans la loi. Et sans enfreindre la loi sur la décentralisation, on a passé des accords, convention cadre, accords spécifiques pour organiser comment nous allons atteindre l'objectif. Et nous sommes dotés des moyens pour pouvoir planifier, assurer la maîtrise d'ouvrage, suivre les chantiers et délivrer. En 2016, ce n'était pas évident, délivrer. Aujourd'hui, on est revenu sur le taux de desserte. Donc cette capacité est aujourd'hui
est prouvé qu'à travers une agence, on peut construire des infrastructures de grande envergure à travers le pays, circuler dans le pays. Vous allez voir comment les infrastructures se développent à pas de charge. Et c'est la quatrième fonction. Et dernière fonction, exploiter, maintenir ce qui a été construit pour délivrer un service de qualité. Il faut trouver un acteur. Et l'acteur, c'est les opérateurs privés. On a fait une sélection d'opérateurs professionnels venant du secteur privé qui aujourd'hui délivrent le service, maintiennent les équipements, réhabilitent ce qui doit être réhabilité, même si ça prend encore de temps, mais d'ici là, pour remettre le parc à flot et délivrer le service à un tarif qui est connu, qui ne fait plus l'objet d'aucune discussion. Alors, lorsque vous parlez de la NAEP MR, quelle est sa durée de vie? Bon, vous posez une question. Bon, je vais vous répondre. La NAEP, comme je l'ai dit, c'est le dispositif, le mécanisme mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon pour régler un problème qui est un problème essentiel d'accès à l'eau potable. Avec des projets structurants qui aujourd'hui que vous pouvez voir dans l'espace. Okay. Donc, basiquement, sa durée de vie est liée au programme d'action du gouvernement. Mais le gouvernement a anticipé. Parce qu'aujourd'hui, on a montré qu'on peut vaincre la fatalité. Ne pas donner de l'eau à boire aux gens à la maison en zone rurale. Aujourd'hui, ce n'est plus une question, c'est maîtrisé. Et ces infrastructures existent aujourd'hui. De plusieurs milliards, de centaines de milliards. Il faut maintenir le patrimoine. Il faut gérer les opérateurs qui délivrent le service. Donc il y aura une réforme institutionnelle que nous sommes en train de mettre en œuvre qui fera pérenniser les fonctions de l'agence, pas dans une agence, mais dans une société pérenne qui aura à assurer la continuité de ce que l'agence... Cela est dû au résultat que vous avez obtenu ou c'était prévu depuis votre naissance? Vous savez, le président a plusieurs longueurs d'avance sur les choses. Moi, je savais qu'on allait arriver là dès le début. Que ça va s'inscrire dans le paysage institutionnel, d'avoir une entité qui gère le patrimoine hydraulique de l'État pour fournir de l'eau potable aux populations, et que cette entité soit une entité pérenne et qui régule le secteur, qui gère les opérateurs, qui regarde les tarifs et qui contrôle si les opérateurs fonctionnent, s'ils respectent leurs engagements contractuels et que les populations la font ont effectivement l'eau aux tarifs fixés, aux conditions fixées. On lit une autosatisfaction du travail abattu. Justement, dans cette nouvelle architecture, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le rôle des communes. Est-ce qu'en termes de recensement des besoins, est-ce que les communes jouent véritablement ce rôle? Est-ce qu'elles ont aujourd'hui les moyens d'identifier ces problèmes et de les relever au plus haut niveau? Ils font plus fort que ça. Aujourd'hui, les gens qui nous mettent le plus de pression, c'est le niveau local, c'est les communes. C'est ça. Parce qu'une fois que les répartitions des rôles sont faites et qu'ils savent à quoi eux autres ils doivent s'employer, ils nous bousculent. Et ils font plus que ça. Aujourd'hui, les communes, ils savent qui a l'eau, qui n'a pas l'eau. Ils ont les outils pour faire de la planification communale. Le plan de développement communal est maîtrisé. Donc, une fois qu'ils ont cette planification et qu'ils identifient les problèmes et qu'ils le reportent au niveau d'intégration, on le prend en charge. Et tout ça a été consigné dans une convention qui fonctionne aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de travailler sur la base de ce que les communes nous remontent au niveau d'intégration nationale. Mais ils vont plus loin dans ce que nous sommes en train de faire. Ils sont chargés de la gestion foncière du programme. C'est les communes qui nous identifient les endroits, les sites qui doivent accueillir les infrastructures, que ce soit les zones de captage, c'est-à-dire les forages, les châteaux d'eau, l'emplacement des bonnes fontaines pour que les bonnes fontaines soient mieux disposées pour pouvoir satisfaire à proximité des populations. Donc, ils sont impliqués dans ces choses. On ne peut pas avoir une parcelle aujourd'hui qui abrite un château sans passer par la commune. Donc, on travaille en symbiose. En fait, la nature de la convention de État-commune qui a été signée, c'est que nous sommes aujourd'hui l'agence des communes. Donc, nous sommes à leur écoute et ils nous utilisent
pour régler un problème national capital qui est l'accès à l'eau. Donc, alors, comment vous assurez que, enfin, de vous départir des pesanteurs politiques à la base, un maire qui est impliqué dans le choix de l'espace qui doit abriter telle ou telle infrastructure, ou si c'est le CA, vous voyez, pour des questions de gain politique. On peut diriger. Parce que parfois des choix ne sont pas faits en fonction. Ne sont pas biaisés. Non, les choix au départ, c'est-à-dire qu'un château d'eau, par exemple, on ne peut pas aller l'implanter au point le plus bas de la localité. Le château d'eau doit être au point le plus élevé. Okay? Donc, déjà, il y a une étude technique, des avant-projets techniques qui sont réalisés par les bureaux d'études qui servent de support. Et après, on va leur expliquer pourquoi le château ne peut pas être dans l'autre village, mais plutôt dans le village qui a le point topographique le plus élevé, par exemple. Donc, c'est une affaire de dialogue et ils comprennent. Donc, c'est pour les bonnes fontaines qu'il y a souvent des discussions. Les gens veulent avoir les bonnes fontaines devant elles. Il y a une interaction. Mais il y a une interaction qui est faite. C'est pour ça qu'ils participent aux études. Ils participent aux études d'impact environnemental et social. Et après, une fois qu'on a fait ces arbitrages, ça roule. On n'a plus de ces problèmes-là. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'avec la réforme, nous irons vers la création d'une autre entité plus pérenne pour s'occuper de la question de l'eau. Et ça dit que l'Agence nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural est appelée à disparaître. C'est pas disparaître, c'est une mutation. C'est une mutation parce que les fonctions qui seront remplies par l'entité pérenne qui est déjà créée, qui est en cours d'opérationnalisation, sont pratiquement les mêmes fonctions que l'agence aujourd'hui. Les fonctions de planification, les fonctions d'extension, de renouvellement des équipements, les fonctions de gestion de la supervision des travaux, contrôler les opérateurs qui vont délivrer le service. Toutes ces choses vont rentrer dans une société de patrimoine. Ce n'est plus une agence d'exécution de projet, mais c'est une société de gestion de patrimoine qui gère des actifs de l'État, qui s'occupe de l'immobilisation, qui s'occupe de leur renouvellement, qui gère les contrats de délégation de services qu'on a eu à faire avec les opérateurs fermiers et qui s'assure que le tarif est appliqué, que l'opérateur est rémunéré pour sa prestation et que les redevances dues à l'État sont régulièrement reversées. On professionnalise le secteur et le secteur va tourner tout seul. L'idée qui est derrière la création de la société de patrimoine est plus forte que... Déjà le nom, Société Patrimoine, c'est ça? C'est la Société béninoise des infrastructures d'eau, la SOBI. D'accord. Voilà. Allez, pour mieux comprendre ce que vous avez abattu comme travail, nous allons faire un petit exercice on va remonter le temps. On va faire un état des lieux. Dites-nous quel était l'état de la desserte de l'accès à l'eau potable en milieu rural avant 2016. Alors, comme je vous l'ai dit, si on dit simplement l'état des lieux de la desserte et qu'on vous donne un taux, on dit un taux, ça va cacher beaucoup de problèmes. L'état des lieux n'était pas réluisant. Et c'est les corrections des travers de ce qu'on faisait qui ont fait qu'on a créé l'agence. On ne planifiait pas. On se laisse toujours dépasser par les événements. Et on vient faire les sapeurs-pompiers. OK? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il n'y avait pas de moyens financiers. Quand l'agence naissait dans un contexte de scandale financier, d'une série de scandales financiers. Je ne vais pas faire les détails. Vous connaissez l'affaire des forages, vous connaissez l'affaire du PPA2. C'est dans ces conditions que l'agence est née. Et aucun bailleur n'était prêt à investir dans l'eau rurale parce qu'on a fait quelque chose ici qui fait que les bailleurs ne sont plus intéressés par ce secteur. Ils étaient réticents. Ils étaient réticents. Il n'y avait pas de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité. On a perdu toute crédibilité. Okay? Ensuite, le paysage infrastructurel, comme je l'ai dit, c'est des adductions d'eau villageoise, pour la plupart, qui ont été construites avec des malfaçons. Je peux vous dire que la moitié du parc des adductions d'eau villageoise est soit mal construite, mal entretenue, et on n'a pas pu les transférer aux opérateurs. Autant que ça. Si les 649 adductions d'eau villageoise que nous sommes venus trouver, à la délégation du service, aux opérateurs, on n'a pu transférer que la moitié. Oui. Et on est en train de mettre en conformité justement l'autre moitié pour que cette autre moitié soit transférée aux opérateurs dans les mois à venir. On a mis pratiquement 2 ans à corriger des malfaçons, à mettre en conformité, financé par l'État à coût de milliards.
Okay. Et la gestion de ces équipements que nous sommes venus voir n'était pas gérée par des professionnels. C'est ça l'état des lieux. Et avec tout ça, tout ce que je vous ai décrit, le taux de desserte montre que c'est seulement 4 personnes sur 10 qui avaient accès à l'eau potable dans ces conditions. Comment c'était pas géré par des professionnels? Non, c'est des contrats, on fait des contrats avec... Sur la base de leur expérience? Non, avec des fermiers, il y a beaucoup de copinage. Ils vendaient au tarif. Moi, je peux vous dire, les tarifs de cession de l'eau à cette époque, dans des localités, vous avez l'eau, la bassine de 25 litres à 25 francs, à 50 francs. Ça fait, si c'est 25 francs, ça fait 1000 francs le mètre cube. 50 francs, ça fait 2000 francs le mètre cube. Okay? Donc, ça, c'est l'état des lieux. Et pour finir tout ça, si on fait le calcul de taux de desserte, on tombe à 42%. Le gouvernement voudrait que de 42%, qu'on aille très rapidement, avant le thème fixé par les Nations Unies, à 100%. Et c'est ce que nous allons faire. On va le faire. Nous sommes encore loin de cet objectif. Non, on n'est pas loin. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 84%. Oui, 84%. Nous sommes un peu sceptiques avec des chiffres. Voilà. Lorsque vous voulez décliner ça sur le terrain, parler terre à terre, comme on le dit, aux téléspectateurs, aux populations des zones rurales, comment vous pouvez leur démontrer, justifier ce pourcentage concrètement? Il suffit aujourd'hui de parcourir le pays. On n'a pas les moyens de parcourir. Alors, donnez-nous un aperçu. Aujourd'hui, rares sont les communes qui peuvent vous dire qu'ils ne sont pas encore impactées par l'effort de construction des infrastructures d'accès. Nous en avons 77. Oui, je vous dis 77. Non, 73. Quelle est la situation? 73. Vous enlevez 73. Vous enlevez 3. Vous enlevez Cotonou, Parakou, Porto-Novo. Les statuts particuliers ne sont pas concernés par le rural. D'accord. Mais dans les autres communes, on a eu de l'impact. On a construit des systèmes d'alimentation parce que quand on rentre aujourd'hui dans le paysage, au lieu de construire des systèmes d'adduction d'eau villageoise, par exemple, si vous avez dans un arrondissement, il y a 10 villages par avant, vous allez construire 10 AEV. Aujourd'hui, c'est un seul ou 2 maximum. Les châteaux d'eau avant, c'est du 30 mètres cubes, maximum 50 mètres cubes. On a des châteaux d'eau de 1000 mètres cubes dans l'arrondissement. Un système moderne, linéaire, et on connecte tous les villages de cet arrondissement au seul. Alors, je n'ai pas envie de vous interrompre. J'ai passé le clé de mon enfance dans un village, dans une commune, Ouassa-Pionko, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, aujourd'hui, quand vous prenez cette commune-là et vous voulez décrire, vous voulez parler de ce que vous avez fait là, qu'est-ce que ça donne? Alors, soit vous avez une adduction neuve qui est construite en construction, vous pouvez vérifier, soit l'équipement qui existait que vous connaissez qui n'est pas en conformité est mis en conformité. C'est ça l'impact. S'il nous arrivait de faire des kilomètres pour aller chercher l'eau, surtout en période de... Mais repartez au village et vous allez nous dire. Et vous allez constater, vous sillonnez le pays, vous prenez votre voiture de Cotonou à Malanville, de Paris, vous allez voir comment les châteaux d'eau poussent comme des champignons. Alors, et les gens ont l'eau aujourd'hui à un tarif que vous n'avez pas. L'eau est vendue à un tarif unique en zone rurale. 15 francs la bassine de 25 litres. OK? Et aujourd'hui, si vous êtes dans une localité où une adduction d'eau est mise en conformité ou bien un système d'alimentation non potable multivillage est construit, vous avez l'abonnement de l'eau potable à domicile contre 10 000 francs CFA. C'est du concret. Faites vos enquêtes. Mais dans ce pays, il est arrivé déjà qu'on a décrété la pose des compteurs, je ne sais quoi, à un prix plus accessible aussi. Je vous dis 10 000 francs. Et les 10 000 francs, avec ça aussi, il faudrait que j'explique. Les 10 000 francs que payent les populations aujourd'hui dans les zones qui sont pourvues des systèmes permettant de faire des branchements à domicile, ce n'est pas le compteur. Le compteur est offert par le gouvernement. Les 10 000 francs, c'est 3 mois de caution d'abonnement qu'on paye à la demande de compteur, le devis pour avoir l'abonnement et des frais de timbre. C'est ça les 10 000. Le compteur, c'est 0 francs. Et ça, vous pouvez constater chez les opérateurs qui sont sur le terrain. Alors, on voudrait mieux comprendre aujourd'hui les options, les équipements, la technique utilisée aujourd'hui pour que l'eau soit accessible au niveau des villages. Vous avez évoqué par le passé que les infrastructures qu'on avait utilisées n'étaient peut-être pas bonnes ou ne tiennent plus aujourd'hui.
Quelle est l'option aujourd'hui? Bon, l'option est que nous sommes en train d'inventer quelque chose qui est peut-être aujourd'hui le modèle béninois, que peut-être pratiquement les autres pays africains vont copier. Le modèle béninois est assis sur 5 piliers. Le premier pilier, je l'ai expliqué de long en large, c'est les arrangements institutionnels. On a réglé ce problème. Il n'y a plus de chevauchement de compétences. Les rôles et les responsabilités sont répartis. Et on peut considérer que ce pilier-là est réglé. Le deuxième pilier, c'est le financement du coût du secteur. C'est le pilier de comment on décrypte le financement du coût du secteur qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un tarif qui n'exclut pas les pauvres, 15 francs à la bassine de 25. Parce que dans le secteur, on sait ce qu'on a dans le tarif de l'eau. Dans le tarif de l'eau, vous avez 5 choses. Vous avez l'infrastructure que nous construisons, qu'il faut récupérer sur le terme chez le consommateur. Vous avez les coûts de l'exploitation et de la maintenance. Vous avez les coûts du renouvellement des équipements quand ils arrivent à fin de vie. Vous avez les taxes. Et vous avez une petite partie qui assure le fonctionnement de ceux qui font le travail. Okay. Le gouvernement a fait une lumière sur une transparence sur la tarification. Et c'est dit, nous sommes en zone rurale, le retour sur investissement de l'investissement en capital, je ne récupère pas chez les consommateurs, chez les citoyens en zone rurale. Mais ils vont payer le coût de l'exploitation de la maintenance, ils vont contribuer au renouvellement des infrastructures qui vont arriver à fin de vie, ils vont payer les taxes, ces citoyens, il faut apprendre aux citoyens à payer les taxes, la TVA, okay? Et ils vont contribuer aussi au fonctionnement du système. Et c'est tout ça ensemble qui fait qui fait à peu près les 600 mètres cubes, 600 francs le mètre cube aujourd'hui, et qui fait 15 francs la bassine de 25. C'est ça l'option. Qui est une option intelligente. Vous n'allez pas voir dans beaucoup de pays une transparence qui est faite comme ça sur le système de tarification de l'eau en milieu rural, à l'échelle nationale, ce n'est pas à l'échelle d'un village. Le tarif, il est pareil partout. Il est périqué et c'est à n'importe quel endroit dans la zone rurale aujourd'hui, vous avez l'eau à ce tarif fourni par un opérateur qui est connu et qui est obligé de respecter le tarif fixé par l'État. Alors, aujourd'hui, quels sont les équipements qui sont utilisés? On avait connaissance de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Quelles sont les infrastructures qui sont réalisées aujourd'hui dans les villages? Des bonnes fontaines? Qu'est-ce qui est réalisé aujourd'hui? Alors, comme l'option, j'ai dit tout à l'heure que l'option, c'est du linéaire. Okay. Quand vous allez dans un système d'alimentation en eau potable, vous avez des forages qui sont dans un champ forage. Parce qu'on fait des forages à gros débit. Avant, les gens équipaient même des adductions d'eau villageoise sur des forages qui ont 3 mètres cubeurs, 2 mètres cubeurs. Non, on fait des forages de gros débit, 25 mètres cubeurs. Aujourd'hui. Donc vous avez des champs captants. Donc c'est des champs de forage. Okay. Ces champs de forage, c'est de l'eau brute qui est prélevée du souterrain. Cette eau est convoyée vers une station de traitement pour être traitée, filtrée, potabilisée, etc. Et cette eau est refoulée vers un château d'eau, qui n'est plus un château d'eau de 30-50 mètres cubes, mais des châteaux de minimum 200 mètres cubes, jusqu'à 1000 mètres cubes. Et après ce château, vous avez un réseau de distribution d'eau qui innerve donc les villages et qui, sur le chemin, peut être pourvu de bonnes fontaines pour les gens qui n'ont pas encore les moyens d'avoir de l'eau à domicile à travers le branchement. Donc, ils peuvent aller, avec leur seau, aller acheter aux bonnes fontaines. Mais les bonnes fontaines sont disposées de façon à réduire désormais les distances par rapport aux ménages. Et ceux qui en ont les moyens, ils demandent des branchements particuliers pour les avoir dans leur domicile. D'accord. Donc, nous avons des châteaux d'eau, des bonnes fontaines. Et pour des citoyens qui sont prêts à débourser 10 000 francs, ils ont des compteurs des robinets dans leur maison. Ensuite, vous avez des endroits, ça c'est l'infrastructure type aujourd'hui. C'est ça. Nous allons en construire à terme 611. Aujourd'hui, nous sommes à combien? 294 de construire. Le gap est encore un peu grand. Non, 294, c'est pas que... parce que quand vous êtes dans une localité où l'adduction d'eau villageoise qui existe et qui est mise en conformité n'est pas encore arrivée à fin de vie, vous n'allez pas l'enlever. C'est ça. Mais si ça arrive à fin de vie,
il ne sera pas remplacé par une adduction d'eau villageoise. Il sera remplacé par un système d'alimentation multivillage. Est-ce que ces infrastructures sont adaptées à des zones critiques? On nous avait confié que dans les collines, par exemple, ces populations n'étaient pas nées pour voir l'eau parce que les terres n'en disposaient pas à cause des roches. Est-ce que ces infrastructures sont adaptées à ces sols-là? Vous avez vu ce qui se passe dans les collines? Dites-nous. Dans les collines aujourd'hui, les communes et localités de Dassa, Glazoué, Savet ne seront plus confrontées au problème d'accès à l'eau. Comment on en est arrivé à l'usine la ce plus résultat moderne de traitement d'eau aujourd'hui est à Gobé, à Savet. C'est notre technologie que vous avez trouvée adaptée à ces milieux? Là-bas, on ne peut pas espérer avoir des forages de 25 mètres cubes heure. D'accord. Donc, pour cette partie du Bénin, on a décidé de faire des prélèvements à partir de retenues d'eau, des barrages. Il y a deux projets. Il y a un gros projet de construction de barrages qu'on a phasé. On a aujourd'hui un barrage fonctionnel avec une station de 2 millions de mètres cubes qui permet de satisfaire les besoins à Dassa, Glazoué et Savet. Okay? Et nous sommes en train de finaliser la construction d'un second barrage de 12 millions de mètres cubes. Donc, vous pouvez considérer que les collines, c'est définitivement réglé. Maintenant, dans les systèmes multivillages que nous sommes en train de construire dans ces endroits, si on ne trouve pas des forages, nous pouvons profiter de l'eau de surface pour les alimenter. Au lieu de faire des forages, c'est de l'eau traitée à l'usine qui va alimenter les châteaux d'eau des adductions multivillages de ces zones. Si bien que le problème de ressources est en train d'être définitivement réglé. C'est pour ça qu'à côté du barrage de 2 millions, nous sommes en train de faire un barrage de 12 millions pour régler définitivement le problème d'accès à l'eau potable. Voilà. Monsieur le directeur général, vous avez longuement, disons, indexé la façon dont les ouvrages d'eau étaient gérés par le passé. Et vous, quelle est la réforme que vous avez mise en place, que vous avez engagée dans ce secteur et par rapport à l'exploitation, la distribution de l'eau potable en milieu rural? Alors, la réforme, elle est simple. Comme je l'ai dit, et ça participe de la répartition des fonctions que j'avais décrites tout à l'heure. La réforme est que l'État construit et ensuite délègue la maintenance à des entités qui sont plus à même, des opérateurs, que ce soit privés ou publics, mais des opérateurs capables à mieux d'assurer cette fonction. Okay? Et ils sont rémunérés pour ça. C'est la meilleure des offres, c'est ça? C'est la meilleure des offres pour l'État. Pourquoi? Parce que quand vous faites une délégation du service public, vous transférez en fait des risques à l'opérateur. Et il y a plusieurs risques dans notre métier. Il y a le risque d'assistance technique, il y a le risque commercial, c'est-à-dire gérer la clientèle et satisfaire ses besoins. Il y a les risques de construction, okay? Il y a les risques de renouvellement, il y a des risques de financement que vous pouvez transférer, vous pouvez garder en tant qu'État, ou vous pouvez transférer à un opérateur qui est payé pour gérer ce risque, pour satisfaire un besoin. Lorsqu'on prend les opérateurs privés, oui. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Un opérateur privé recherche forcément le profit. Au Bénin, nous avons réglé le problème. D'accord. Parce que ce n'est pas les risques de construction, les risques de renouvellement, les risques de financement que nous avons transférés à l'opérateur. Nous avons transféré simplement le risque de gestion de la clientèle et d'exploitation de maintenance de nos équipements. Et dans la transaction que nous avons eu à faire, c'est un appel d'offres ouvert à l'international. Il dit son prix pour un mètre cube d'eau, combien il veut prendre pour gérer ses risques, pour fournir le service. Et le prix est connu. Et ce prix permet de couvrir ses charges. Les charges en personnel, en électricité, en produits de potabilisation, en logistique, etc. Donc, il regarde dans son modèle financier pour pouvoir faire ce type de travail. Combien il me faut pour couvrir mes charges, payer mes gens, payer les impôts, payer le carburant, l'électricité, les produits de potabilisation, etc. Il est en compétition. S'il donne un prix qui est trop élevé, il sera battu. Donc, c'est les prix compétitifs exploitants que nous avons utilisés pour sélectionner ces opérateurs. Et c'est autour de ce prix que nous avons bâti le tarif. Donc, quand l'opérateur il va collecter la recette, il a déjà sa rémunération. Et le reste, qui constitue des redevances et taxes, eh bien, il les verse à l'État.
Ce n'est pas suffisant pour dire qu'en milieu rural, vous avez privatisé l'eau? Non. On a un prestataire, on peut pas, les infrastructures, les actifs appartiennent toujours à l'État. À l'État. C'est l'État qui construit. L'État utilise un prestataire pour fournir un service qui est payé à son prix compétitif. Il n'a aucune emprise sur les immobilisations. Et il nous paye des redevances pour utiliser l'immobilisation, les actifs. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si vous transférez, en fait, là où ça devient privatisation, si vous transférez le risque de construction, le risque de financement, le risque d'installation de maintenance, tous les risques à un opérateur, il est propriétaire de l'équipement tant que vous n'avez pas fini de le payer. C'est ça. Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Oui, justement, pour le commun des Béninois, on se dit, pas question de payer un seul copec pour avoir de l'eau, d'autant qu'elle est d'essence divine. Il faut en donner à tout le monde. On peut se lever, aller au point d'eau, on en prend comme on veut, on peut en gaspiller, ça vient du ciel. Pourtant, il faut une contrepartie assumée par les populations. Quelle est la tarification de l'eau aujourd'hui, de l'eau potable en milieu rural? Non, avec le principe même, ça aussi c'est quelque chose à rectifier. Oui, l'eau est d'essence divine, ça n'a pas de prix. Ça tombe du ciel. Ça tombe pas du ciel. L'eau qu'on prend vient de 400, 300, 200 mètres cubes, 200 mètres de profondeur. Ça s'est enfoui dans le sol. Okay. Après, il faut... Ça venu de quelque part. Il faut le sortir, comme je l'ai dit. Il faut la sortir, comme je l'ai dit. Il faut un équipement d'exor pour faire le forage, pour que l'eau arrive en surface. Comme vous voyez dans des tuyaux, 20 stations de traitement, où on traite, on filtre, on potabilise, on dégaze, on met du chlore, on met dans un château qui est construit, qui va être amorti. Du château, ça va dans des réseaux et ça va dans les maisons. Ça, c'est pas gratuit, ça ne tombe pas du ciel. Donc, il faut... Je ne fais que répercuter ce que... Non, je vous réponds parce que les éditeurs aussi vont comprendre. Donc, il faut couvrir, si on veut une exploitation durable, il faut couvrir les frais de ces choses, les renouveler lorsqu'ils vont arriver à fin de vie et payer également celui qui fournit le service. Et c'est ça qui est dans le tarif. Ce n'est pas le prix de l'eau qui est dans le tarif. C'est l'effort d'amener de l'eau depuis le sous-sol dans la maison des gens à travers des équipements qui sont construits, qui vont être amortis et avec des gens qui y travaillent, qu'on facture en tarification pour pouvoir non seulement se prémunir de ne pas pouvoir renouveler demain, mais également de payer celui qui a la charge de fournir le service. Oui, aujourd'hui, quel est le coût et la qualité de l'eau qui est servie aujourd'hui en milieu rural? Je vous ai donné le coût. Jusqu'à nouvel ordre, c'est 15 francs la bassine de 25 litres. Partout en milieu rural. Par le passé, nous étions à 25 francs. Vous allez à des endroits, même à Cotonou ici, allez dans les quartiers, la bassine de bidon de 25 litres est à 50 francs. Allez dans les quartiers. Et le prix est maîtrisé en milieu rural à 15 francs? C'est contractuel. Le prix exploitant de l'opérateur est contractuel. Le tarif est fixé par le gouvernement. Et ils sont dans l'obligation de céder le service au tarif fixé et de se faire rémunérer et de nous reverser la différence, pas directement à l'agence, mais à la caisse de dépôt de consignation. C'est normé pour que ces fonds puissent servir demain de levier de financement et de renouvellement des équipements qui vont arriver à fin de vie. Moi, je peux vous le dire, je travaille dans le métier, j'ai sillonné pas mal de pays. Ce niveau d'organisation, de disposition des choses en milieu rural, je ne sais pas si en Afrique, vous aurez un modèle aussi transparent et accompli. Je peux vous le dire. Peut-être que les Béninois ne s'en rendent pas compte. Oui, justement, on voudrait vous amener justement à expliquer cela. Est-ce que vous avez des moyens justement pour contrôler, pour faire le suivi, pour que vous êtes à Cotonou à ce moment. Comment on peut savoir qu'à ce moment précis, on est en train de servir l'eau à 15 francs à un citoyen en milieu rural? Non, on a des associations de consommateurs d'eau. Le tarif qui doit être pratiqué est communiqué aux autorités locales. S'ils supprennent quelqu'un, un opérateur en train de vendre au prix supérieur au prix fixé, ils vont... Ça va être un problème. C'est un risque et péril. Alors, pour quelqu'un qui ambitionne de faire de ce secteur un secteur très bien géré, il faut des normes et des instruments de pilotage, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, qu'est-ce qui est fait? Ouais. La réforme se poursuit. Aujourd'hui,
nous avons une maîtrise complète de la clientèle de façon digitalisée. Okay? On sait qui prend l'eau, le dernier abonné. Okay? Nous avons une maîtrise complète du patrimoine. On sait où se trouvent les adductions d'eau villageoise. Le numérique a pris par là aussi. Le numérique a pris par là aussi. Tout le réseau rural est digitalisé. On a une description fine du patrimoine, valorisée pour le rural. Okay? Le volume d'eau produit par les opérateurs, les compteurs de tête, digitalisés à terme. Si bien qu'on n'a pas besoin de questionner quelqu'un pour savoir quel volume de mètres cubes d'eau il a prélevé. Le volume d'eau facturé, digitalisé. Le volume d'eau, les factures recouvrées, digitalisées. Et tout ça dans un système mis à la disposition des opérateurs et qui sont dans l'obligation d'utiliser ce système. Ce qui s'appelle Utility 85. Pourquoi Utility 85? C'est un système qui, à terme, ne permettra que d'accepter des pertes techniques et rendement de réseau et de taux de recouvrement de 85%. C'est-à-dire que la différence entre le volume pompé et le volume distribué ne doit pas dépasser 15%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas autoriser une perte de plus de 15%. Dans les réseaux d'eau, c'est déjà très performant de ne pas faire des pertes de moins de 15%. Donc on a mis à 15%. Les factures émises doivent être recouvrées. Ça fait partie des indicateurs de performance des opérateurs. De façon à ce qu'à terme... Dans les villages, il y a des factures maintenant? Ils sont facturés. Comme ceux qui ont des compteurs. Ceux qui ont des compteurs, ils reçoivent des factures. Okay. Et qui payent. Circulez, vous allez voir ce qui se passe. On aura le temps. En moins de 10 ans, on a réglé des problèmes qu'on n'a pas été en mesure de régler pendant plus de 50 ans. C'est ça la réalité. Mais alors, dans la sourdine, vous avez... Mais pas dans la sourdine, avec que c'est dans la concentration du travail, sans faire du bruit. Le bruit, c'est pas la marque de... Pas le bruit, la visibilité. Maintenant, je suis sur vos plateaux et vous allez voir dans les mois, dans les jours à venir, on a travaillé, c'est pas en sourdine, on a travaillé, on s'est concentré sur le travail et nous sommes à l'époque donc de la reddition et d'exposition des résultats. Et vous allez voir que dans les jours à venir, chaque semaine, nous serons dans un arrondissement. C'est un vaste programme d'investissement. Ça coûte combien pour le contribuable béninois? Tout ce que vous faites là, tout ce que vous dites avec assez de finesse, assez de satisfaction. Non, ça coûte combien? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, le programme. Le coût du programme. Voilà. Alors, c'est pas le coût du programme. Nous avons, comme je l'ai dit, on a planifié, on a programmé, on a budgétisé. Donc, et comme je vous l'ai dit, que c'est 7 fois que précédemment. C'est dans un schéma directeur, ce n'est pas un secret. On a un schéma directeur de développement du secteur de l'eau potable en milieu rural qui est chiffré à 1,6 milliard de dollars. Et ça fait 7 fois ce qui se faisait. Oui. 1 milliard de dollars de 2016 à 2030. En 2030, on va encore reprogrammer pour se donner encore 15 ans. On reprogramme sur 15 ans. Donc sur 2016, 2030, on a un programme d'investissement de 1,6 milliard de dollars. 1,6 milliard, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Alors, ça fait à peu près en milliards aujourd'hui, je peux vous dire, en milliards aujourd'hui, les chiffres sont... C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'accord. Le jeu en vaut la chandelle pour des populations. Et ça, c'est ce que je vous dis, que ce soit au plan budgétaire, que ce soit au plan des réformes institutionnelles, que ce soit au plan de la répartition des rôles, et que ce soit au plan de l'utilisation de professionnels pour pouvoir délivrer le service, tout ça participe d'une volonté politique. Il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui, quand nous sortons et qu'on expose un peu ce qu'on est en train de faire au Bénin, ah oui, on va faire des visites chez vous, sortir pour venir comprendre ce que vous êtes en train de faire, on veut répliquer, on veut vous copier, mais ça ne va pas être simple. C'est d'abord la volonté politique. L'eau a permis de révéler le Bénin aussi. C'est la volonté politique de résoudre définitivement un problème. Et
Et ça, si ce n'est pas au plus haut sommet de l'État, tout ce que je suis en train de vous dire là, Ce n'est pas possible. ce ne sera pas possible. Vous avez évoqué que l'objectif des Nations Unies, c'est de donner l'eau potable à toutes les populations avant En 2030. En 2030, au Bénin, on risque d'aller jusqu'à 2030 ou peut-être d'ici 2026, 2027, 2028. Donnez-nous rendez-vous avant 2030. On va vous faire les 100%. Nous sommes à 84%. Et on sait ce qu'on a en chantier. On sait les mobilisations que le gouvernement se bat pour mettre à notre disposition en étroite collaboration avec le ministère de l'économie et des finances. Il est sur tous les fronts. Et je pense que le Bénin, en 2030, au bilan, sera peut-être l'un des rares pays à assurer l'accès universel. Le gouvernement a décidé d'offrir des repas chauds à nos enfants dans nos écoles. Pour nos écoles qui sont en milieu rural, quel est le rôle de l'agence en matière d'accès à l'eau potable? Parce qu'il faut bien manger, il faut bien boire aussi. Absolument. Déjà, de façon pionnière sur cette question, nous avons... parce qu'on ne peut pas faire à manger sans avoir de l'eau potable. C'est ça. Donc, dans notre programme, on a un programme spécial qu'on appelle... Spécifique. Spécifique, qu'on appelle école à cantine. Okay. Parce que l'objectif, à la fin, c'est de donner de l'eau potable à tout le monde. Mais comme les chantiers sont en cours et qu'on n'est pas encore prêt, parce qu'un chantier d'adduction d'eau potable chez nous, aujourd'hui, en SAEP, c'est entre 16 et 17 mois pour construire un système. Si vous voyez, on met à peu près 7 à 8 mois pour construire un château. Okay? Donc, ça prend du temps. Donc, le temps du chantier, nous avons décidé de mettre à la disposition des écoles à cantine des équipements amovibles, démontables, qu'on appelle des postes d'eau autonomes. On fait un forage, ou bien le forage existe, on installe un système solaire qui n'est pas compliqué à piloter, et après ce système, on alimente l'école et on alimente la localité en question, en attendant que le réseau structurel arrive. Et c'est pour ça qu'on a fait démontable amovible, de façon à ce que quand le réseau arrive, on démonte et on ira à un endroit où le besoin se fait sentir. Aujourd'hui, nous sommes à 250. Dans ce pilote, on a testé, ça marche. Nous sommes à 254 systèmes déjà construits, livrés. Okay? Et nous sommes en train de travailler activement avec l'Agence nationale de nutrition, l'ANAN. Avec cette agence, on a eu accès à la base de données des écoles à cantine scolaire, qui compte aujourd'hui à peu près 5708 écoles publiques primaires. Une bonne partie est pourvue. Il y a 2270 qui n'ont pas encore accès à l'eau. Et nous sommes en train de regarder dans notre programme quelles sont les écoles qui seront pourvues très rapidement avec les programmes qui arrivent. À peu près 1190 seront pourvus d'eau desservie d'ici le premier semestre de 2026. Donc, on va régler ce problème. Il va rester une bonne partie qui n'a pas encore accès et pour laquelle, conjointement avec l'ANAN, nous sommes en train de monter un programme spécial pour pouvoir déployer en grand nombre ces postes d'eau autonomes en attendant que les programmes successifs arrivent. C'est sans doute l'un des défis que vous allez inscrire dans votre agenda pour les mois, les années à venir. Pour les jours à venir. Pour les jours à venir, c'est parfait. Alors, il y a des questions, vous avez abordé un peu de tout en tant que technicien, mais il y a quand même quelques questions que je voudrais reposer sur la question de la réhabilitation des anciens ouvrages, les investissements neufs que vous avez eu à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de dire que tout cela c'est fini, les endroits où on doit poser des ouvrages neufs, ceux qui doivent être réhabilités, est-ce que vous avez atteint un niveau satisfaisant? Il y a deux choses, on va séparer. Oui. Pour le programme d'investissement, les programmes qui sont en cours jusqu'en 2027, les 294, seront complètement achevés. 2026-2027. Nous avons pas mal de programmes qui sont financés, financement bouclé. Ce n'est pas qu'on recherche des financements qui sont bouclés. 2027-2026, on ne va pas être loin des 100%. Et ça, c'est des programmes que nous construisons selon les normes, avec nos exigences en termes de capacité d'entreprise et en termes de contrôle. Donc, ces ouvrages ne posent pas de problème. Avec des tuyauteries modernes, avec des stations de type moderne, donc ça ne pose pas de problème.
les infrastructures que nous sommes venus voir, comme je vous l'avais dit, qu'une bonne moitié du parc se trouve en panne, nous sommes en train de mettre en conformité. Si nous ne mettons pas ces ouvrages en conformité, on ne peut pas les utiliser pour faire, par exemple, des branchements particuliers. Parce que la pression à toute part du réseau ne sera pas en conformité pour supporter des branchements. Et ça, c'est là où nous avons pas mal de problèmes aujourd'hui sur le terrain. Parce que les populations sont pressées. Ils voient les opérateurs, les ouvrages ne fonctionnent pas, ne délivrent pas de l'eau, mais il y a un opérateur sur le périmètre. Donc ils s'en prennent à l'opérateur, ils ont raison. Il est là pour régler le problème. Mais pour le faire, il faut, comme on ne sait pas comment ces systèmes ont été construits, il faut faire un diagnostic. Il faut valider le diagnostic. Les équipements, il faut les commander, que ce soit pompes, électromécaniques, les tuyauteries, il faut les commander et après il faut les mettre en œuvre. Ça prend du temps. Mais d'ici la fin de cette année, plus tard, les systèmes que nous sommes venus voir en héritage et qui nécessitent d'être mis en conformité seront totalement mis en conformité parce que les moyens ont été mis à disposition par les. Est-ce que la main-d'œuvre locale est sollicitée dans tout ce que vous avez fait depuis 2016? Il n'y a que des Béninois qui travaillent, même si c'est des entreprises qui ne sont pas béninoises. Parce que nous avons... On a changé de taquet. Vous avez vu, on a changé de taquet. On ne fait plus des pompes à mesure humaine, on ne fait plus des adductions de villageois, on fait des SAEP, on fait des châteaux. On sait combien coûte un système d'alimentation multi-village. Les entreprises béninoises n'ont pas toutes les capacités pour affronter ce type de chantier. Et ce que nous faisons, c'est que nous poussons les entreprises d'envergure qui arrivent pour nous essayer donc de régler ce problème-là dans le temps de chantier que je vous ai donné, 14, 15, 16 mois maximum pour ce système, parce que si on le remet aux entreprises locales, peut-être qu'on ira à 2-3 ans de chantier. Et ça, ce n'est pas le rythme du gouvernement actuel. Mais ils sont en sous-traitance, ils travaillent avec les entreprises, ils apprennent pour que demain, ils soient aussi des entreprises capables de... On va finir cette émission, mais avant, quand on parle de logistique de ces équipements, il y a la question de la maintenance aussi. La maintenance fait partie des obligations des opérateurs privés. Ils maintiennent, ils exploitent, ils maintiennent. Les équipements qui arrivent à fin de vie, tels que les châteaux et autres, c'est de notre responsabilité. Mais une électromécanique qui tombe en panne, c'est l'opérateur. Donc, comme je l'ai dit, la délégation du service public à travers des opérateurs professionnels règle désormais les problèmes d'exploitation, mais également de maintenance de nos équipements. Question, sommes-nous en route pour l'accès universel à l'eau potable au Bénin? C'est la question fondamentale de notre émission. Je vous laisse répondre pour conclure. Vous m'avez écouté depuis le début. Je peux vous retourner la question. On est parti de 42. Nous sommes en 84. Vous avez vu l'ampleur du programme d'investissement. Les chantiers sont en cours. Avant 2030, on va se donner rendez-vous. Allez. Merci Sylvain Adokomigan. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Vous étiez sur ce plateau pour nous dire tout ce que vous avez fait depuis 2016, les difficultés, les défis, mais également les espoirs pour que tout le monde ait l'eau potable d'ici à l'horizon 2030. Merci d'être passé. C'est moi, tout le plaisir pour moi. Très bonne journée. On vous reverra certainement pour d'autres... Quand on aura fait le tour et nos propres constats, on va vous retrouver. Voilà. Vous irez sur le terrain. Et déjà, même, comme je l'ai dit, dans les semaines à venir, chaque semaine, nous serons dans un arrondissement pour parler de ce que nous avons pu faire. On va circuler. Ça fait plaisir. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se donne rendez-vous au dimanche prochain.